Bonjour Jocelyne, Bonjour, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. merci de m'avoir invitée. Merci beaucoup d'être là. Comment tu vas? Ça va, ça va, ça va. Le programme est un peu intense ces temps-ci avec la promotion du livre, mais je m'en sors bien. Disons que le contact avec le public est toujours tellement sympathique, puisque les gens viennent avec tout ce qu'ils avaient envie de dire et qu'ils ne pouvaient pas nous dire, puisque bon, souvent ils se retrouvaient dans des concerts où ils ne pouvaient pas tous venir oui, en coulisses. Je les vois de loin, ils me voient de loin, donc... ces moments-là sont des moments privilégiés où je prends le temps de parler à chaque personne. Alors peut-être que les gens en bout de fil sont un peu fatigués de me voir parler à chaque personne, mais ils sont très contents quand leur tour arrive, puisqu'on a le temps d'échanger avec le public. Et je crois que ça, c'est important, parce qu'en fait, effectivement, les gens, c'est l'occasion ou jamais, quoi. Donc ils en profitent. Ils en profitent. Et moi aussi. Et moi aussi, pourquoi? Ça Parce fait du que bien. j'entends... ils me font plein de confidences et je crois que la vie de Kassav, enfin ce que Kassav a apporté aux gens, on n'aurait jamais su si les gens ne venaient pas nous le dire. Et c'est très fort, quoi. Ça fait plaisir. Ah, ben, du coup, tu me comprends aujourd'hui. Oui, je peux. Donc je vais faire comme eux, je vais profiter. Je peux. Parce que moi, pour moi, j'ai été élevée avec ta musique. Hein. Mes parents achetaient, je suis de la génération Kassav, 86. Mes parents achetaient tes albums. Les albums de Kassav, et ma mère était du genre à acheter le CD, mettre dans la voiture, et on l'écoutait jusqu'à ce qu'il raye. Donc, par exemple, Ma Doucinée, je le connais par cœur. C'est ça. Voilà. Et donc, du coup, quand tu as sorti ton livre, c'était logique pour moi de l'acheter. Donc, avant de commencer, je tiens à te dire merci. Merci beaucoup pour avoir écrit ce livre, parce que j'ai découvert une Jocelyne Berroy que je ne connaissais pas, et j'ai découvert un groupe Kassav que je ne connaissais pas, et on en avait besoin. Donc, je commence juste par te dire merci. Et je pense que tout le monde devrait le lire pour la culture, pour sa culture et pour la culture. Merci beaucoup. Alors, je veux dire merci aussi, parce qu'en fait, c'est, je crois, la première fois qu'on présente le livre un peu comme ça. C'est-à-dire que, si tu veux, avec cette sincérité, c'est-à-dire je découvre un groupe que je ne connaissais pas. Et je pense que c'est ce qui m'a en fait motivée à écrire ce livre-là. C'est que je me suis dit qu'en général, souvent on écrit des biographies quand les gens sont morts. Et personne ne peut vérifier, on peut créer des légendes, on peut raconter des choses. Alors que, vu de l'intérieur, c'est-à-dire que c'est même pas l'histoire, c'est-à-dire que l'histoire que je raconte, les autres de Kassav peuvent dire, moi je ne me reconnais pas dedans. Voilà, parce que c'est ma vision, c'est mon regard. Alors, évidemment, tous les événements seront les mêmes pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en telle année, on a fait ça, en telle autre année, on était à tel endroit. Mais ce qu'il a, le vécu de l'intérieur, c'est quelque chose d'hyper important, parce que c'est chacun qui donne son point de vue et ça laisse la liberté à l'autre d'écrire sa vision, enfin son Kassav, son vécu dans Kassav. Et je crois que ça, c'est aussi une autre façon en fait de rencontrer le groupe quelque part. Parce que bon, certains peuvent avoir, je sais pas moi, une façon de fonctionner. Et puis on avait aussi chacun avait comment je pourrais dire ça, son rôle à jouer dans Kassav. Moi, je faisais beaucoup les interviews avec Jacob, je m'occupais de tout ce qui était paperasserie, c'est-à-dire écrire les bios, enfin les choses comme ça, tout ce qui était choisir des photos et des histoires comme ça. Les autres étaient plus dans la musique, donc ils peuvent rentrer beaucoup plus dans justement la construction musicale, beaucoup plus que moi. Voilà, moi je vais survoler cette partie-là parce que ce n'est pas ma partie. C'est vrai, mais du coup, ta partie... on se sent encore plus concerné puisque c'est vraiment la vision, par exemple, les concerts. Oui. Quand tu parles des concerts, alors, moi, il y a des concerts où j'y étais. Et en fait, je me dis, ah ouais, ça s'est passé comme ça. Alors, en tant qu'antillaise, bien sûr, on aime les histoires, donc c'est génial. Mais en même temps, ça permet de découvrir, même par rapport à tes paroles de chansons, on écoute, tout le monde écoute les paroles de chansons. Oui, tout le monde connaît Kessa Levé, tout le monde connaît... je ne sais pas, en Limière, etc. Et quand on apprend l'histoire qu'il y a derrière, ah ouais, je me dis, ah mais je vais réécouter et j'ai réécouté, mais différemment. C'est pour ça que ce livre, il est super intéressant. Et je te propose de leur faire découvrir un peu, pour qu'ils sachent un peu de quoi il s'agit. D'accord. J'ai voulu te faire un petit clin d'œil.
je sais que tu aimes les photos. Donc, j'ai tiré les photos de ton livre que j'ai aimé. Je veux te les offrir, tu les connais bien sûr, oui, bien parce sûr. que ce sont les photos tirées de ton livre. Et je vais te demander chaque fois d'en choisir une pour qu'on discute un petit peu, pour qu'on puisse voyager dans ton histoire et dans l'histoire de Kassav. D'accord. C'est pas dans l'ordre, tu choisis l'ordre que tu veux. Alors, on va laisser dans l'ordre de réception. La trottinette. La trottinette, donc ça, c'est évidemment c'est mon enfance. Mon enfance au Petit Paradis. Bon, j'étais née à Fort-de-France, ensuite mes parents sont partis au Petit Paradis. Voilà, et donc, voilà, je suis avec ma petite trottinette, là, je fais un petit peu la tête sur le mur. Ouais. Je ne sais pas ce qui s'est passé, si je suis fâchée, si je ne suis pas fâchée, mais ma mère a eu la bonne idée de faire cette photo, parce que ça me permet de voir la tête que j'avais quand j'étais petite. Tu te ressembles hein, quand même. Oui, je me reconnais, tout à fait. Toutes les photos du livre, je me suis dit, ah ben oui, elle ressemble beaucoup à son papa, oui, ça nous permet aussi de Beaucoup de gens disent ça, mais par moments, à certains moments, je trouve que je ressemble à ma mère. C'est vrai? Par moments, pas vraiment, pas autant qu'à mon père, mais à ma mère, oui. Parce que ton père, c'est le même sourire, hein, c'est possible. Photocopie. Du coup, quelle enfance tu as eu? Alors, je sais que tu as une enfance bourgeoise, comme beaucoup, moi aussi, hein, je l'ai eu. Ça m'a un peu rappelé papa qui veut pas, maman et papa qui veut pas qu'on parle créole, mais ils me parlent créole, mais on doit pas leur parler créole. J'ai appris le créole à l'école, dans la rue aussi. Quelle enfance tu as eu Alors, j'ai eu une enfance, moi je pense que j'ai eu une enfance douce par rapport à plein d'autres enfants de la Martinique et d'ailleurs, puisque bon, j'étais quand même protégée par mes parents. Il y avait toute la famille, je veux dire, non seulement mon père et ma mère, mais aussi mes tantes, mes oncles, etc. Et par extension, même les gens du quartier. Parce que les copains du quartier devenaient, non pas des frères, des sœurs, mais de bons copains, quoi. Et les parents se sentaient responsables, en fait, de tous les enfants du quartier. On n'avait pas le droit de dire des bêtises, on n'avait pas le droit de faire des bêtises. Répéter. Et non, ils ne répétaient pas, ils nous corrigeaient eux-mêmes. Ils nous corrigeaient eux-mêmes, et ils étaient autorisés à nous corriger. Et donc, pour revenir à mon enfance, j'étais assez protégée, quoi. Assez protégée. Quand on est petit, évidemment, on ne se rend pas compte souvent des difficultés, surtout quand il y en a un peu moins qu'ailleurs. Et donc, c'était une enfance tranquille, quoi, où on m'imposait d'aller à l'école, d'aller à la messe, de faire du sport. De faire de la musique. Voilà. Si je n'allais pas à la messe, je n'avais pas le droit d'aller au cinéma, etc. Et puis, bon, il y avait toutes les fêtes familiales. Parce que dans le quartier, en plus, j'avais 3 ou 4 oncles qui habitaient là-bas, donc avec leurs enfants. On se retrouvait souvent. Ça faisait une très grande famille, de très grandes tablées. Mais, oui, mais quand il y avait des fêtes à la maison, je veux dire, ma mère recevait le 1er de l'an, en général. La veille, on était à préparer toutes les fourchettes, les couteaux, machin, parce que tu sais, quand ils se mariaient, on leur offrait des machins en argent, des couverts en argent. Donc, et ça sortait pour les grandes occasions. Donc, la veille de machin, comme chez nous, évidemment, l'argent se noircit un peu. Donc, il fallait aïe. Et on avait ce job-là. Et quand il y avait le pâté en pot, il fallait couper les petits morceaux de légumes, il fallait faire les petits pains, carottes, navets, machin. Enfin, il y avait tout le job. Et comme j'aimais dessiner, au fur et à mesure, je m'investissais un peu plus. Je faisais les menus. Personnalisés pour chaque oncle et tante, avec leur nom au-dessus, etc. On était organisés. Ah oui, c'était la fête, quoi. On préparait la fête. On était quand même 4 filles à la maison. Bon, la dernière peut-être qu'elle arrivait très tard dans l'aide. Mais je veux dire, les garçons, ils étaient un peu exempts de ça. On pouvait leur demander de porter les tréteaux ou des trucs comme ça. Mais pas trop. Mais c'était surtout les filles qui étaient à la cuisine et qui faisaient, et quand il y avait des crêpes farcies, je te raconte pas, décortiquer tout ça. C'était vraiment, on était au four et au moulin, là, depuis la veille, quoi. Voilà. Mais tu as dédié ton livre à tes parents. Oui. J'ai dédié ce livre à mes parents parce que c'était pour leur dire un grand merci. Merci d'abord pour l'éducation qu'ils m'ont donnée, je veux dire, de savoir vivre, c'est-à-dire être patient, respectueux vis-à-vis des gens. Bonjour, merci, s'il vous plaît, tenir la porte, machin, enfin les trucs de base, quoi. Et puis... Et en même temps, cette détermination-là qu'ils m'ont donnée. Alors, même s'ils n'étaient pas tout à fait d'accord avec mes choix, ils ont quand même respecté ces choix-là parce qu'en fait, j'étais tellement déterminée à chaque fois qu'ils ne pouvaient pas, en fait, me contredire et me frustrer. Ils auraient pu quand même. Ils auraient pu. Et je crois qu'ils surveillaient de loin. Et comme ils étaient là. Très vite. Parce que bon, comme je dis, ma mère, on était quand même 6 enfants. Et même si tu es professeur, je veux dire, le salaire que tu avais pour nourrir tes enfants,
acheter les vêtements, les chaussures, les machins. 6 enfants quand même, il ne faut pas oublier ça. Hein. Mon père s'occupait en fait de tout ce qui était la maison, machin, etc. Quand on est parti faire des études, on était quand même 4 à être partis. Donc il fallait envoyer de l'argent mensuellement à 4 enfants qui étaient dans 4 villes différentes. Mon frère Michel était à Paris, mon frère Alain était à Strasbourg, ma sœur était à Aix-en-Provence et moi j'étais à Caen. Donc c'était pas un truc qu'on envoyait à 4 enfants qui étaient dans un même appartement, c'était 4 enfants différents qui étaient avaient différentes demandes et différents. Voilà, et puis qui devaient payer un loyer de chambre universitaire ou de je sais pas quoi. Et en fait, donc, elle se serrait la ceinture véritablement. Et donc, quand moi, j'ai commencé à gagner un peu plus que ce qu'elle m'envoyait, je lui ai dit, ne m'envoie plus d'argent. Voilà. Et donc, pour eux, j'étais devenue responsable. Je pouvais gagner ma vie moi-même et j'ai eu des moments, mais vraiment, où je grattais les fonds. Mais tu ne leur disais pas. Mais je ne disais pas. Je ne demandais pas. Et voilà. Donc, ils m'ont fait confiance et ils se sont dit, ouais, on peut la laisser. Et ils savaient que je pouvais faire autre chose, parce que j'avais fait les beaux-arts, donc je pouvais être prof de dessin. J'avais fait plein d'autres choses. Donc, bon, et puis j'étais encore jeune, donc je pouvais encore rebondir et retourner à l'université, ça c'était pas un problème. Donc ils observaient et ils n'étaient pas tout à fait d'accord, mais ils laissaient faire. Voilà. Et ça, je dois leur dire un grand merci, parce qu'il y a des enfants, je vois ça dans les films ou ailleurs, enfin j'entends des histoires, où l'enfant est carrément frustré, quoi. Tu n'as pas le droit, c'est moi qui décide de ton avenir. Mais du coup, ça se voit à l'âge adulte. On voit qu'il y a eu trop un truc trop cadré. Complètement. Voilà. La personne n'est pas heureuse finalement. Et puis elle est perdue quand elle se retrouve vraiment seule. C'est vrai. Voilà. Les photos suivantes. Alors, photo suivante. Ah oui, c'est moi en train de dessiner un portrait. Oui, j'ai fait les beaux-arts. Donc, j'aimais beaucoup dessiner des portraits. Et là, c'est un portrait sur papier gris, donc en noir et blanc, avec crayon noir et crayon blanc. Donc, pour savoir utiliser la lumière, les ombres, etc. Tu avais fait les beaux-arts, mais tu n'étais pas partie pour ça. Non, j'étais partie pour étudier la pharmacie parce que j'aimais les sciences. J'aimais ça, mais je crois que la vie voulait me montrer aussi que ce n'était pas pour moi, puisque la première année, 2 jours avant les examens, j'avais déjà eu mes examens de TP, ce qu'on appelle les travaux pratiques haut la main. Et donc, il ne restait plus que l'épreuve d'écrit. Et 2 jours avant, je fais un accident de voiture, je suis éjectée de la voiture. Et j'ai même failli mourir, d'après ce que l'infirmière m'a dit. Et j'avais la paupière fendue, on m'a recousu à vif parce que c'était le week-end des 24 heures du Mans. Et donc, il y avait plein de blessés beaucoup plus graves que moi. Je n'avais que la paupière fendue, mais j'avais eu un traumatisme crânien quand même. Donc, automatiquement, il fallait surveiller, regarder comment ça évolue et tout. Et puis, le jour de l'examen, j'ai pleuré, j'ai fait des pieds et des mains, j'ai signé une décharge. Et j'ai couru dans la salle d'examen pour écrire, mais je me suis écroulée sur la table. Donc, je n'ai pas pu passer l'examen. Et comme j'avais énormément travaillé, j'ai préféré passer des vacances. Et je me suis dit, je suis jeune, parce que j'ai eu mon bac à 17 ans. Donc, j'étais jeune. Tu avais un an d'avance. Et donc, je me suis dit, bon, ça va, j'ai le temps de machin. De flâner, année sabbatique. Je suis partie au Portugal avec mon oncle, visiter le Portugal. Je n'avais pas envie de me replonger dans ça. J'ai dit, je vais doubler l'année, je serai meilleure la 2e année, puis je n'aurai pas les TP à faire. Donc, j'aurai le temps, quoi. Je voulais continuer la natation, passer mon diplôme de maître nageur sauveteur. Enfin, j'avais plein de projets, j'ai toujours eu plein de projets. Et donc, j'ai refait l'année. Et en fait, 1 mois avant, recatastrophe, j'attrape la varicelle, que je n'avais pas eu quand j'étais petite. Donc, très grave. Infection des yeux, piqûre dans l'œil, machin, donc impossible de réviser, impossible de repasser l'examen. C'était pas pour toi, en fait. Et donc j'ai dit, regarde ça, hein, j'avais envie aussi de faire les beaux-arts, j'avais envie de faire un métier artistique plutôt, mais pas à chanter. Parce que pour moi, chanter, c'était pas viable. Mais c'était pas dans tes projets à la base de chanter. Mais en fait, c'était même pas permis dans nos rêves. Parce qu'en fait, une femme, en plus chanteuse, je veux dire, les musiciens, déjà, chez nous, ils étaient autodidactes, pour 9 fois sur 10. Certains apprenaient le piano, la guitare classique, les violons aussi, les choses comme ça, ce qui a été le cas de musiciens dans Malavoie, par exemple. Mais beaucoup de musiciens de chez nous achetaient une guitare et apprenaient à jouer comme ça. Ils avaient d'autres personnes, des copains qui jouaient déjà de la guitare, ou éventuellement un prof comme ça, qui leur montrait, un prof improvisé qui leur montrait comment faire. Donc, c'était pas un métier. Pour beaucoup de gens, c'était pas un métier d'ailleurs. Même jusqu'à aujourd'hui, c'est considéré comme un truc de plaisir, quoi. C'est vrai. On fait plaisir aux gens. D'ailleurs, on dit même
jouer de la musique. On ne dit pas travailler de la musique ou faire de la musique, mais jouer de la musique. Donc, c'est un amusement. Donc, dans notre éducation, dans l'éducation globale, en fait, de la Martinique, se dire on va être musicien professionnel, c'est un mensonge. C'était pas possible. Tu pouvais faire de la musique, mais pour t'amuser, pas pour en vivre, en tout cas. Voilà. Donc pour toi, c'était pas du tout... Non, c'était pas dans mes projets. J'aimais chanter, j'avais envie de chanter. Je chantonnais avec des copains. À l'université, j'avais plein de copains qui jouaient de la guitare, donc ils venaient dans ma chambre. On se réunissait, on prenait le thé après le resto U, et on chantait toutes sortes de chansons. Et j'ai chanté du jazz, de bossa nova, les biguines de chez nous, enfin toutes sortes de chansons. Et on te disait quand même que tu chantais bien. Oui, les gens aimaient ça, et en plus, moi, ça m'amusait, parce que comme j'ai toujours été un peu de nature comédienne quand j'étais petite, j'aimais déclamer, je mettais toujours des tas de robes sur moi. Mon papa me disait « toujours ni en l'autoile, en l'air », etc. Enfin, c'était toujours comme ça. Et ce qui fait que chaque fois que je chantais, mais je vivais la chanson. Tu faisais un spectacle à toi toute seule. C'était carrément ça. Carrément ça. Quand je chantais, je me rappelle que je chantais une chanson de Barbarine. Barbara, une chanteuse française, qui chantait « Dis quand reviendras-tu », mais les gens pleuraient presque. Tu vivais. Mais je vivais ma chanson, en fait. Je faisais... Moi, j'étais qu'à rentrer à dedans, quoi. C'était ma nature. Et en fait, on passait des heures à s'amuser comme ça. Ce qui fait que bon, c'était encore de l'amusement. Et donc, les beaux-arts, j'avais envie de faire de la déco, j'avais envie d'être styliste, parce que je dessinais beaucoup de vêtements. J'ai un petit cahier comme ça, avec plein de modèles que j'avais créés. Je voulais faire de la déco. Tu voulais faire plein de choses. Et au pire, si ça ne marchait pas, au moins avec le diplôme des beaux-arts, j'aurais été prof de dessin. Ah oui, donc rien à voir avec la chanson. Donc de toute façon, je mettais toujours un truc de sécurité, qui me permettrait d'avoir un loyer, de quoi payer mon loyer, et nourrir les 4 enfants que j'espérais avoir, parce que je voulais avoir des jumeaux. Enfin, tu t'étais fait ton vie. Ah ouais. Et j'allais même avoir un bateau avant d'avoir une maison, parce que j'aimais la mer. En fait, j'avais 50 000 rêves, ouais, de projets. Mais la musique a dit, ah ouais, c'est là que tu vas rester. Et donc, arrivé à Paris, ma vie a été carrément volée par la musique. C'est vrai? Pourquoi tu dis voler? Je dis ça parce que, bon, en fait, tous les rêves que j'avais, tous les trucs, la musique m'a dit, c'est pas ça. Mais c'est là, il faut aller, quoi, c'est tout. Et je me suis retrouvée naturellement en train de faire plus de musique que toutes les autres choses que j'avais prévu de faire. Avec du recul, est-ce que ça t'arrive d'imaginer ta vie si elle n'avait pas été dans la musique? Oui, quelquefois je me dis oui, j'aurais pu faire autre chose. Et je pense que je suis une passionnée. Tu sais, quand je fais quelque chose, je le fais toujours avec passion. C'est-à-dire que si je devais être styliste ou machin, je crois que ça m'aurait beaucoup amusé, quoi. Parce que je regarde ce que les gens créent. Et bon, alors évidemment, je ne suis pas aussi douée qu'eux, puisque je n'ai pas étudié. Donc, et puis j'ai arrêté de le faire. Donc, j'ai quelquefois des petites idées comme ça. Et je trouve ça génial, quoi. Mais si tu aurais dû te reconvertir, il y aurait eu un couac, tu aurais pu rebondir dans le stylisme. Oui, ou dans la recherche médicale. C'est vrai. Oui, ça m'aurait passionnée aussi. Je suis une curieuse aussi. J'aime ça, j'aurais pu être photographe aussi. Avant d'aller sur les réseaux, je dois justement préparer une expo photo. Ah. Voilà. Parce que, bon, ces voyages autour du monde, je pense que tout le monde n'aura peut-être pas l'occasion d'aller les endroits où nous sommes allés. Donc là où j'ai eu la chance de faire de jolies photos, parce que j'ai fait beaucoup de drive shooting, quand on traversait des pays, machin, je faisais... Donc j'ai des photos de paysages, des photos d'avions, vues d'avions, enfin des choses comme ça. Et j'aimerais bien partager ça avec les gens. Voilà. Et tu comptes faire ça où? Au départ, déjà chez nous, à la Martinique, déjà. Et puis je verrai si je peux la faire de façon itinérante, on verra bien. Venir à Paris. Puis, on est là, nous, il ne faut pas nous oublier. Et puis il y a une autre photo qui me tient à cœur, que peut-être je ferai après l'hommage qu'on fera à Jacob l'année prochaine, qui sera celle de mettre les gens en immersion avec des photos de Kassav. Voilà. Ah, à quand le biopic de Kassav? On vous a jamais proposé de faire, je sais pas, après ce livre... De faire un film? Ouais. Il y a eu un film qui était sous forme de conte, qui est Siméon. Oui. Oui, c'est le début. Oui. Donc après,
On verra, je veux dire, bon, les membres de CASAV sont encore là, enfin, beaucoup sont encore là. Donc, si quelqu'un a envie d'écrire quelque chose, la personne peut venir nous consulter. Bah oui. Je veux dire, bon, il y a le livre, il y a certainement et puis tous les interviews qu'on a faites. Et puis nous, on est là. Mais on ne vous l'a jamais encore proposé. Il y a des soupçons, il y a des des petites demandes ci et là, mais bon, j'attends que ça se concrétise. Mais il n'y a pas de choses concrètes déjà. Pour le moment. Ouais. J'espère qu'il y aura bientôt quelque chose de concret. On l'attend. Oui. On l'attend. Voilà. Je te laisse. On continue avec les photos. Alors ça, c'est la photo des 10 ans de CASAV. C'était en 1989, on était à la Guadeloupe et on allait fêter les 10 ans de CASAV. Voilà. Donc, c'est le noyau central de CASAV. Avec donc les 6 personnes qui composaient et écrivaient les chansons qui ont fait l'histoire de CASAV. Voilà. Donc, dans l'ordre, on a Georges, Jacob, Patrick, Jocelyne, Pipo, Jean-Philippe Martelly et Jean-Claude. Voilà. J'ai découvert quand même que au départ, c'était un fiasco. Tu n'étais pas censé être dans ce groupe. Enfin, ils n'ont pas... Tu n'as pas plu au début. C'était pas tout à fait ça. Disons que c'est pas moi qui... C'est pas que je n'ai pas plu. C'est que le résultat du travail qu'on a fait ne convenait pas. N'était pas à la hauteur des attentes de Jacob. Donc, il faisait un peu la tête. Et moi, évidemment, toujours trop spontanée, j'ai rouspété après le gars. Je lui ai dit, s'il y a un problème, tu n'as qu'à le dire, quoi. Tu vois, c'est machin. Pourquoi tu fais la tête comme ça et tout. Et le gars, qui c'est cette fille-là? Tu vois, c'est la première fois que je travaille avec lui. Et tu te permets? Et je me permets de l'invectiver, quoi. Donc, j'ai eu l'impression qu'on n'allait pas me rappeler. Et en fait, ils ont continué à me suivre, puisque je faisais du piano-bar. Ils sont venus me voir. Un jour, je chantais dans un piano-bar. Et puis, un jour, j'ai fait un concert à la Martinique, un concert où, quelque part, on m'a plus ou moins forcé à représenter la Martinique alors que je n'avais pas de répertoire pour ça. Donc, le public a été extrêmement mitigé quant à ma performance. Ouais. Il y avait mon pas mademoiselle et puis mon mademoiselle. Il n'y avait pas de demi-mesure. Ouais, c'était oui ou non. C'était entre les deux, c'était voilà. moitié-moitié. Et eux, ils étaient là, et là, ils ont dit, ouais. Nous, on est pour. Nous, les mademoiselles. Voilà, et non seulement eux, parce qu'il y a eu aussi, comment il s'appelle, Marius Cultier, qui m'a appelé à ce moment-là aussi, pour que je représente sa chanson, que j'interprète sa chanson au concours de la chanson d'outre-mer. Et la chanson a gagné avec moi comme support. Et donc tout ça, ça a démarré véritablement ma carrière de chanteuse. Voilà. Ta carrière de chanteuse et ensuite ta carrière CASAV. de CASAV, puisque un an après, je rejoignais CASAV et pour ne jamais les laisser. Ne jamais les laisser. Voilà. J'ai remarqué que vous faites tout en mai, donc c'est pour ça que je suis très contente de faire cette interview au mois de mai d'ailleurs. Tous vos gros succès ont été en mai. Vous avez voyagé dans près de 90 pays. Oui. Près de 90 pays, Russie et Japon quand même. Oui. C'est pas rien. Je vais pas te poser la question à savoir comment une femme a fait dans un groupe d'hommes. Je veux plutôt te poser la question, d'après toi, comment eux ont fait avec moi. Fallait leur demander. Mais est-ce que ça leur arrive de se livrer? Ouais. Je crois que dans ce groupe, il y a une espèce de pudeur qui fait que on arrive à savoir à quel moment il ne faut pas parler, il ne faut pas dire certaines choses. Il y a des choses peut-être qui auraient dû être dites par moment, tu vois, parce que ça aurait peut-être évité certains moments un petit peu... Parce que c'est un groupe. Donc, qu'on le veuille avec ou non, plusieurs c'est caractères, vrai qu'on s'entendait, qu'on a réussi à tenir 40 ans et qu'on avait l'intelligence d'accepter la différence de caractère de chacun. Parce qu'on savait aussi que son propre caractère n'était pas le meilleur. C'est ça aussi. Vous avez cette intelligence quand même de... Voilà. Donc, automatiquement, on pouvait admettre que l'autre ne pense pas comme soi, ne réagisse pas comme soi, ne soit pas d'accord avec ce qu'on dit. On pouvait admettre ça. La chose qui était essentielle et importante, c'était ce qu'on faisait ensemble.
Voilà. Et en fait, souvent les gens disent, ouais, mais bon, vous avez toujours ce côté humilité et compagnie. J'ai dit, mais tu es obligé d'avoir une humilité quand tu es dans ce groupe-là. Et il faut. Pourquoi? Parce que c'était chacun son tour. Chacun faisait un album. On savait qu'un album, quand tu fais ton album solo, c'est pas toi. C'est toi et Kassav. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, tu as la possibilité éventuellement de croire que tu es star ou de croire que tu as du succès, mais tu sais très bien ce que tu dois à Kassav. Tu vois? Parce que tu es là, si tu es là. Je crois que tout le monde dans Kassav a compris une chose, c'est que chacun, on n'est pas star. La star, c'est Kassav. C'est ça. Oui. Oui, la star, c'est Kassav. Oui. Même s'il y a des gens qui disent, moi, je vais voir Kassav pour Patrick, je vais voir Kassav pour Pipo, ils vont voir Kassav. C'est vrai. Vu comme ça, oui. Chaque album solo, à pratiquement tous les albums solo, il y a la patte de Kassav dedans. C'est-à-dire qu'il y a des gens de Kassav qui sont intervenus dedans. À la guitare, au chœur, au machin, une appréciation, un conseil, une aide, un machin. Il y a toujours eu la présence de Kassav. Pour revenir à cette histoire, comment ils ont fait avec moi? Comment ils ont fait avec toi? Oui, c'est ça. Je pense qu'ils avaient quelquefois du mal avec moi. Parce que j'avais une façon quelquefois de parler qui était peut-être parce que au début, quand je suis partie, historiquement, hein, j'essaie d'imaginer, de comprendre le truc aussi, c'est que quand j'ai quitté mes parents, il fallait que je prenne mes décisions moi-même. J'étais en résidence universitaire, j'étais seule. Bon, j'ai eu plein de copains. J'ai eu plus de copains que de copines, en fait. Et j'ai beaucoup entendu les hommes, parler les hommes. Donc, automatiquement, on se dit, bon, il faut qu'on fasse attention là, il faut qu'on fasse ce machin, etc. Parce qu'on a entendu, on analyse, on se projette, etc. Et quand j'arrivais à Paris, j'étais beaucoup avec mes cousins. Je les voyais faire, je les entendais, etc. Donc pareil. Et étant donné que je voyais qu'ils étaient en macho, ils dominaient les femmes et compagnie, moi j'avais besoin de m'imposer. Donc, quel que soit l'endroit, si tu veux, quand j'étais par exemple chez mes cousins, j'arrivais, je trouvais la maison en bordel, donc je disais, mais comment, machin. Donc je mettais de l'ordre et tout, et j'imposais qu'on maintienne cet ordre-là tant que moi j'étais là. Ah oui, d'accord. Et donc, oui, parce que je ne pouvais pas être dans une maison où il y avait des ordures qui traînaient depuis machin, que la vaisselle qui n'était pas faite et compagnie. Donc, en fait, j'imposais plus ou moins un roulement où je le faisais. Simplement pour ne qu'il n'y ait pas d'histoire, donc je le faisais. Mais quand je le faisais, je n'admettais pas que tu puisses gâcher mon truc. C'est-à-dire que, tu vois, si j'ai fini de faire la vaisselle, que le truc est propre, tu as un verre là, non, tu le laves tout de suite, tu vois. Donc c'était ça. Donc j'avais l'habitude, si tu veux, de rentrer dans les machins. Et puis quand je faisais à manger, tout le monde participait. Si toi, tu n'avais pas donné tes 5 francs, tout le monde avait mis 5 francs. Si tu n'as pas mis 5 francs, tu ne mangeais pas. Tu allais acheter un sandwich en bas, tu ne mangeais pas. Tu vois, donc j'avais ce côté un peu autoritaire, machin, etc. Ce qui fait que, bon, mais je savais aussi être, écouter, faire. J'étais pas à imposer mes choses, mais si tu veux, avec les garçons, 9 fois sur 10, quand eux, ils parlaient, etc., et qu'ils oubliaient qu'il y avait une femme dans le truc, moi, je venais dedans et c'était « voilà !» Tu vois. Et évidemment, c'était « oui ». Et bon, au fur et à mesure, évidemment, je me suis adoucie parce que sinon, ça aurait été le clash, ils m'auraient foutu dehors. Et donc, je me suis un peu adoucie. Mais quand on discutait, comme nous avions, si tu veux, chacun notre autorité, chacun avait son mot à dire, souvent, moi, je voyais les détails parce que c'est ma nature. Moi, je voyais toujours le détail, le truc où « ah, mais si, tel truc, machin », c'était « ah », genre j'empêchais de tourner en rond, etc., etc. Et en fait, quand par exemple quelqu'un proposait une liste, et souvent Jean-Claude, il était toujours le premier à proposer des machins, moi je défaisais tout, et ça lui plaisait pas toujours, quoi. Donc mais moi, je voyais tous les détails, c'est-à-dire, comme il y a les danseuses, il faut savoir où on va mettre pour qu'elles aient le temps de se changer. Donc, je pensais au changement des danseuses. Je pensais aussi au rythme. Ouais. Lui, il pensait aux accords, au côté harmonique et compagnie. Mais moi, je pensais film. Ouais. Tu vois, les thèmes, la vitesse à laquelle ça allait, le tempo, il fallait que ça monte. Tu vois, pour moi, un concert, ça se déroule comme ça. Il y a un climax et puis ensuite, et ça finit en explosion, etc. Donc, il faut trouver le bon moment où on va faire descendre le truc pour que les gens se reposent parce qu'après, ça va repartir de plus belle. Donc, en fait, c'est toujours
hyper pensé, mais sur tous les points. Comme je dis, les danseuses qui doivent se changer, moi qui dois me changer, combien de temps, celui-là a chanté là, donc 4 chansons après, il rechante, mais il ne peut pas chanter juste après 2 chansons. Si on fait ça, on fait un coup Nemro, un coup Jocelyne, un coup Pipo, un coup Jacob, et puis c'est réglé. Or là, si tu veux, j'essaie d'équilibrer les interventions de chacun, que chacun ne puisse pas traîner trop longtemps derrière, qu'il ait à chaque fois l'impression, si tu veux, de revenir. Donc c'était l'organisation, mais machin, et ça ne plaisait pas toujours que je défasse les choses qui étaient prévues, ce qui avait déjà été prévu. Et donc c'était un peu tous ces côtés-là qui peut-être les embêtaient. C'était vraiment la grosse galère, mais c'était assez rigolo parce que je me rappelle que quand il a dit on va chercher les chaises, je me rappelle que j'ai hurlé non, on n'a pas besoin de chaises. Et c'est parce qu'on avait voyagé déjà sur les chaises à l'aller, on avait voyagé avec le même avion. Pourquoi? Parce qu'ils pouvaient prendre tout le matériel, tous les fly cases et toutes les valises et compagnie sans devoir peser tout ça parce que ça coûtait un bras. Donc comme l'avion c'était un avion militaire, il y avait vraiment l'espace pour tout mettre. Et au départ, à l'aller, quand on était parti, on avait des chaises, mais c'était des chaises d'écoliers. Et la ceinture, ce n'était pas des ceintures individuelles, c'était une ceinture qui faisait toute la longueur. Militaire. Voilà. C'était une grande ceinture qui faisait toute la largeur. C'est-à-dire qu'on attachait tout le monde avec la même ceinture. Ah oui, donc c'était une grande ceinture qui attachait tout le monde. Alors comme c'était des chaises qui n'étaient pas fixées au sol, je veux dire, c'était tellement ridicule. Je dis, il valait mieux mettre les gens par terre. Et c'était machin. Et comme on était déjà en retard et qu'on savait que ça aurait posé un problème sur place, on a dit, j'ai hurlé, on n'a pas besoin de chaise, on va se mettre par terre et tout. Et on a voyagé comme ça. Voilà. Et c'était quelle galère celle-là? Et c'était une galère parce on partait du Zaïre, on allait au Cameroun. En fait, on a eu 2 galères dans la même journée, puisqu'il y a eu le Zaïre où on nous a empêchés de sortir de l'hôtel. On a parce pris vos que passeports. L'organisateur du coin avait disparu dans la Grande Afrique. Et on nous a dit, mais comme vous avez consommé l'hôtel, c'est à vous de payer. Et les managers disaient, non, il n'en est pas question, puisque eux, ils sont habitués aux lois françaises, machin, etc. Il y a des contrats et tout. Vous avez un contrat avec un monsieur, pas avec nous. Vous avez signé ce contrat avec lui. C'est lui que vous devez rechercher, pas nous. Normalement, on n'a rien à voir avec le paiement de l'hôtel. Et eux, ils ont mis 2 soldats devant pour nous empêcher de sortir. Donc, on était assis dans le hall de l'hôtel à blaguer. Ils ont même fait... Je me rappelle que Pipo et Georges ont fait un journal télévisé où ils racontent le truc. Mais on était toujours... On tournait tout en dérision. Le truc était dramatique, mais on tournait tout en dérision. Je crois que ça a été une des forces de Kassav de ne jamais rentrer dans la panique. Quand il y avait des moments qui pouvaient... parce que moi, j'ai lu, j'étais en panique pour vous. Hein, quand mais j'ai oui, lu. Et c'est ça. Et en fait, Jacob, lui, il avait un copain. Le père était responsable de l'ambassade. Non. De l'avion. Voilà, d'un truc, de compagnie militaire, donc qui transportait les avions et tout. Et donc, c'était un de ces avions qui nous avait amenés à l'aller. Donc, il a appelé son copain. Et pour nous sortir de l'hôtel, c'était presque une guerre civile. Il y a d'autres soldats qui arrivent armés pour dire aux autres, si tu les laisses pas sortir, on va... Tu vois. Et donc, les autres ont lâché et nous ont laissé sortir, quoi. Donc, c'est irréel, quoi. C'est irréel et pourtant... On a vécu ça, tu vois. Et donc, quand on est sorti, on est parti et nous voilà assis sur le tarmac à attendre qu'ils préparent, qu'ils mettent tous les instruments dans le truc. Et les chaises n'arrivaient pas. Et là, comme on perdait beaucoup de temps, on a décidé de partir sans siège. Et voilà. Que d'histoires. Mais vous allez découvrir des galères, vous n'imaginez même pas. Et arriver après, c'était encore une autre galère, quoi, parce que ça, c'était... En tout cas, c'est la deuxième partie, mais je vous laisse découvrir dans le livre. Oui, parce qu'il y en a énormément. On va arriver sur la maison du Zouk. La maison du Zouk. Le musée du Zouk. Ouais, en Angola, qui nous a beaucoup touchés avec une statue de Pierre-Édouard Décimus. Voilà, qui est le père, le créateur du Zouk. C'est lui qui a eu l'idée de créer Kassav. Oui. Pourquoi l'Angola a décidé de vous rendre cet hommage? Parce que je pense qu'il faut leur demander. Déjà, ils étaient très fanatiques de la musique. On a autant intéressé... Bon, on a fait le Maghreb aussi. On a fait Maroc, Tunisie et Algérie. On a joué plusieurs fois là-bas, d'ailleurs. Et on a fait très peu de pays anglophones. Une fois l'Afrique du Sud, le Ghana et le Kenya, voilà. Mais on a fait tous les pays francophones, sauf le Tchad, en Afrique, et tous les pays lusophones.
c'est-à-dire ceux qui parlent portugais, et un seul pays, l'unique pays qui parle espagnol, c'est la Guinée équatoriale. Je ne savais même pas qu'ils parlaient espagnol en Afrique. Ouais. Donc la Guinée équatoriale, mais sinon, le Cap-Vert, qui a une musique qui est proche de la nôtre, enfin qui est proche de la musique des Antilles en général, globalement, a été très fanatique au départ. Ensuite, l'Angola, le Mozambique. Et pendant la guerre en Angola, ils disent que on a beaucoup aidé moralement les troupes. C'est ce qu'un des capitaines a dit à Jacob ou à Éric Virgal, je crois. Je ne sais plus, mais enfin, je crois qu'il a dit à Jacob, mais Éric Virgal aussi m'a rapporté les mêmes mots qu'il avait rencontrés, donc des militaires qui leur avaient dit que Kassav, pendant la guerre, ça a été important pour eux. Mais je crois que les Angolais se sont beaucoup reconnus dans cette musique-là, parce que de toute façon, leur musique à eux n'est pas trop éloignée de la nôtre. De toute façon, nos musiques sont filles d'Afrique. Oui, donc, mais de là faire, voilà. Par exemple, le zouk est né quand même aux Antilles. Il n'y a pas de musée du zouk aux Antilles. Et non. Il y en a un en Angola. Oui, donc, mais bon, il n'y a pas de musique de musée du zouk aux Antilles parce que bon, on n'y a pas encore, les gens n'y ont pas encore pensé. Mais je crois que ça vient au fur et à mesure. Et que bon, créer un musée, bon, il a appelé musée du zouk. Effectivement, quand on rentre, on trouve tous les albums qui ont existé en zouk. Et il y a même des artistes qui ont fait des portraits d'artistes de zouk, dont évidemment les gens de Kassav. Mais il leur manque énormément de choses pour que ce soit un véritable musée. Voilà. Et ils ont une salle derrière où certains groupes viennent jouer, etc., où il y a, donc tous ces tableaux sont exposés du zouk. Et c'était vraiment extrêmement touchant de se retrouver là. Donc moi, en fait, je dis chaque chose vient en son temps. Hein. Peut-être qu'il y aura un jour, si on considère que le zouk mérite... parce que je crois que c'est ça. Parce qu'en fait, tout le monde me dit, mais pourquoi vous n'avez pas fait le musée ? Je dis, mais on ne peut pas tout faire. On a fait, je veux dire, il y a la matière aujourd'hui, et en plus, il n'y a pas que Kassav dans le zouk, il y a plein de gens. Hein, je veux dire, les zouk machines, Tania Zinval, il y a des tas de gens qui ont marqué l'histoire du zouk. Je veux dire, c'est à d'autres personnes de bien réfléchir aux choses qu'ils auraient voulu voir dans la maison du zouk. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des choses comme, évidemment, les albums, comme les histoires de chacun, des vidéos, des choses. Il faut aussi des objets comme des disques durs, des objets comme des guitares, comme des instruments, comme des costumes, des choses comme ça. Et toutes ces choses-là peuvent alimenter. Donc, il faut trouver l'endroit. Il faut trouver le financement, parce que le tout n'est pas de faire. Il faut aussi que ça perdure. Il faut aussi pouvoir payer le loyer, pouvoir payer les impôts, les choses comme ça. Donc, c'est une véritable organisation et il faut que quelqu'un ait véritablement envie de s'y consacrer. Ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Qu'est-ce que tu penses, Jocelyne, du zouk, justement, du zouk d'aujourd'hui? Parce que on a beaucoup d'artistes qui chantent. Oui, alors bon, on m'a prêté beaucoup de critiques en fait sur le zouk. Pourquoi ? Parce qu'à une époque, je me suis exprimée sur le zouk en français. Je trouvais dommage que le zouk vire au français. Mais j'ai toujours dit que moi, ce qui me gênait, c'était la pauvreté du texte en français. Et je dis, si tu veux écrire, quelle que soit la langue, commence par lire. C'est vrai. Tu vois ? Parce que ça va te donner un exemple, ça va te montrer... Parce que exactement comme quand tu chantes, si tu écoutes une chanteuse et qu'il y a un moment où elle chante et ça te touche, c'est que presque aux larmes, que tu as une grosse émotion, si toi tu es chanteuse, exemple, tout le monde connaît l'adresse de ta maman. Pour aller mais c'est clair. Maman. Tout le monde sait que c'est en haut du Morne. C'est ça. C'est à côté de la maison blanche. C'est important. C'est des choses qu'on retient. Mais c'est ça. C'est vrai que... le truc, mais je veux dire, je parle de l'émotion ou de la façon de faire passer cette émotion. En fait, quand moi j'ai écouté les chanteuses que j'ai écoutées avant de me mettre à chanter, même jusqu'à aujourd'hui, quand j'entends quelque chose, j'ai fait « Why ?» J'ai été à un concert hier soir, par exemple, de James Germain. Il y a des moments où c'est une extase totale parce qu'il sait utiliser sa voix, que les textes sont tellement puissants que ça te touche, quoi. Tu vois, c'est tout. Et donc, quand tu entends ça, tu sais que toi, si tu veux provoquer ça chez quelqu'un, cette émotion, ou même pas la provoquer, tu vas la provoquer si toi, au départ, tu la ressens. C'est vrai. Donc, si toi, tu dois pouvoir la ressentir, il faut que toi, tu aies un travail similaire au sien, avec, je ne sais pas, tout ce que tu as à l'intérieur, c'est-à-dire ta capacité, si tu veux, à comprendre un texte, à le vivre, à le ressentir.
et la capacité technique, si tu veux, de faire ressortir cette émotion-là, pour qu'elle ne soit pas juste un truc technique, mais un truc chargé de cette émotion-là. Donc automatiquement, c'est toi-même, tu dois comprendre avec ton corps, puisque la voix fait partie du corps, à quel moment tu dois baisser le ton pour que la personne vienne avec toi et à quel moment tu l'amènes là où elle doit aller. Tu comprends? C'est ça le truc. Et ça, c'est sentir un texte, c'est sentir un machin. Et donc, c'est pour ça qu'au niveau du texte, je disais, c'est dommage qu'il y ait des textes pauvres parce que, en fait, tout n'est basé que sur une technique. Donc, c'est une jolie voix qui va chanter. Oui. Et on va aimer parce que la voix est jolie. Elle a la chance d'avoir une jolie mélodie, donc ça peut faire un tube. D'accord? Mais ça ne reste pas dans les annales parce qu'il va manquer quelque chose. Donc moi, ce que je voulais quand je fais une critique, si je ne fais pas une critique pour casser, quand je fais une critique des gens de chez moi surtout, c'est pour provoquer éventuellement une réflexion. Ouais. Une réflexion. Je ne prétends pas avoir la vérité. Peut-être que les gens croient que je crois tout savoir, que je crois que j'ai la vérité et compagnie. Non, moi je la cherche pour moi aussi. D'accord? Et je ne demande qu'une seule chose, c'est l'échange. Mais tu as l'expérience. Mais même si j'ai l'expérience, quelqu'un d'autre de l'extérieur peut m'apporter autre chose aussi, peut venir défaire tous mes codes et m'amener ailleurs. Et je ne demande que ça. Puisque de toutes les façons, on est là pour progresser chaque jour. On est là pour apprendre chaque jour. Donc je ne suis pas un personnage fermé qui estime tout savoir et tout connaître et qui a envie, si tu veux, simplement de dire aux autres, voilà la vérité, c'est quoi? Mais je m'ennuierais. Je dis, mais ce qui est intéressant dans ce monde, c'est justement les nouvelles rencontres, les nouvelles choses les conseils, les échanges. Mais oui, et quand j'écoute les interviews des autres, j'apprends des choses. J'apprends des tas de choses, ne serait-ce que dans leur manière de dire les choses, dans leur manière de percevoir les choses. Mais c'est tous les jours que je me nourris de ce que tout ce monde-là a à me donner. Et c'est en ça que ce monde-là est intéressant. Dans la mesure où on a une pensée qui est uniquement figée et qu'on refuse d'entendre ce que l'autre a à dire, je crois qu'on est prêt à mourir. Je crois sincèrement qu'on est prêt à mourir parce que dans la mesure où on n'a pas la curiosité de progresser, l'envie de progresser, l'envie de faire grandir, si tu veux, sa façon de voir ce monde, de vivre ce monde et de partager ce monde avec les autres, si on n'a pas ça, c'est qu'on n'a plus rien à faire là. On n'a plus de... Ouais. C'est qu'on a envie de rester dans un monde qui est figé. Ouais. Et c'est dommage parce que ce monde est en perpétuelle mutation. Donc quand tu me demandes ce que je pense du zouk là, alors je vais dire, j'aimerais bien reprendre les mots de Jean-Claude parce que c'est vrai, les choses, et je vais ajouter une phrase de Jacob pour commencer parce que c'est elle qui va démarrer la pensée. Quand on crée un style musical et que les gens trouvent que c'est aussi bien que nous trouvons que c'est bien, tu vois, eh ben c'est à eux. Et ils en font ce qu'ils veulent. Ils font progresser, ils transforment et peut-être qu'ils peuvent partir de là et créer complètement autre chose. Mais je dis bien complètement autre chose. Ouais. Tant que ça reste dans le style qu'ils ont pris, il ne faut pas débaptiser le style. Moi, c'est tout ce que je demande. Je dis, dans la mesure où justement cette musique zouk vous a donné une base de recherche, appelez le style zouk. C'est ça qu'on demande. Tu vois, c'est tout. Il faut avoir l'honnêteté de l'apprendre zouk. Aujourd'hui, tout le monde parle d'urbain. Qu'est-ce que ça veut dire urbain? Ça veut dire que le restant, c'est campagnard. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Je veux dire, c'est un truc, c'est un style, c'est dans le coup, tu vois, quand on fait de l'urbain. Non, c'est du zouk. C'est snob, c'est machin, c'est tout ce qu'on veut, on fait de l'urbain. C'est la nouvelle mode. Moi, je veux dire, prenez la nouvelle mode. Moi, j'ai pas de problème. Mon grand désir aurait été que le zouk soit chanté dans toutes les langues. D'ailleurs, il y a eu du zouk au Japon. Le groupe s'appelait Couche Couche. Il a duré 10 ans. 10 ans à tourner dans tout le Japon. Ah, j'ai hâte d'écouter ça. Et je vais aller écouter. Oui, sur le machin. C'est Kush, Kush. Et il y a un des morceaux que j'ai entendu où on sentait vraiment l'influence de Kassav, quoi, des cuivres de Kassav, la façon d'écrire des chansons, etc., etc. Et ça, c'était du zouk japonais, quoi. C'est à leur manière, hein. C'est pas tout à fait notre zouk. Oui, mais on se retrouve là-dedans. Mais c'est à leur manière. Mais en fait, pour revenir, si tu veux, à notre façon de nous penser, moi, ma grande douleur, c'est de voir que, exactement comme à l'époque du début de Kassav, où justement, on avait ce désir de redonner aux gens le bonheur
en fait, d'aimer ce qu'ils sont et ce qu'ils ont. Et puis en plus, qu'ils puissent reconnaître que chez eux, ils ont des choses qui sont suffisamment fortes et suffisamment abouties pour pouvoir en être fiers et en parler à l'extérieur. En parler à l'extérieur. Et c'est vrai que souvent, quand on parlait de musique, il y avait la grande musique, qui était la musique classique. Il y avait aussi le jazz, parce que c'était très bien d'aller, tu vois, dans des concerts de jazz. Moi, j'ai fait du jazz. Tu vois, je connais plein de musiciens de jazz. J'adore ça. J'adore ça. Et j'aime toujours faire un petit peu de jazz et compagnie. Je ne suis pas une spécialiste, mais j'aime bien de temps en temps chanter une petite chanson de jazz et compagnie. Mais, je veux dire, le zouk me touche autant. C'est ça. Et donc, le zouk, pour moi, en valeur, a l'équivalence. Ce sont deux types, c'est une façon différente d'utiliser la musique. Mario Canonge disait dernièrement que le jazz, c'était la possibilité à chacun, si tu veux, de s'exprimer de façon immédiate avec l'autre. Le jazz, c'est plus un truc en live. Évidemment, ça existe sur les disques, mais c'est une interaction entre des gens. Alors que, par exemple, le zouk avec la musique de Kassav, c'est un peu le même schéma que toutes les musiques extérieures qu'on entendait à la télé ou machin, c'est-à-dire des choses qui étaient avec des arrangements. Il y avait des arrangements. Les arrangements étaient importants. Le piano faisait ça et il ne devait pas gêner la ligne de basse ni le washage de la guitare. Donc les choses devaient s'imbriquer entre elles. Donc c'est un peu la même formule que le jazz, c'est-à-dire comment s'entendre sans gêner l'autre. Alors qu'avec le jazz, c'est plus une expression de son feeling à ce moment-là sur cette chanson-là. Là, ça va être un truc, une espèce de cohésion à obtenir, tu vois. Et c'est ça. Donc, si tu veux, après ça, le zouk, on peut se poser des questions sur justement la raison pour laquelle il y a eu un déclin du zouk. C'est parce que justement, on a perdu ça. Et ça, c'était la théorie de Jean-Claude. C'est moins travaillé. C'est moins travaillé, il y avait moins de recherche, ça se voulait beaucoup plus efficace. Il y avait même des fois où il y avait la même rythmique et des mélodies dessus différentes. On trouvait à peu près le même son de voix chez les filles. Alors quand une avait une voix particulière, là, elle sortait du lot, etc. Ou un texte particulier ou une façon différente de l'autre, elle pouvait sortir du lot. Mais il y a eu toute une flopée, si tu veux, d'artistes qui sont passés et qui, quelque part, ont disparu, tu vois, dans le zouk, avec 2 ou 3 qui sont restés. Puis il y a eu des propositions complètement différentes. Il y a eu, par exemple, l'époque Routin, où Routin était fanatique, on sentait bien l'influence de Michael Jackson sur lui. Il voulait faire quelque chose de autrement, R&B. Mais l'époque, le zouk R&B existait déjà avec Georges. Quand Georges a fait La Vie, c'était un zouk un peu R&B, mais ça restait du zouk. Ça restait du zouk. Ça n'était pas plus R&B que zouk. Quand Jean-Claude faisait son zouk calypso, ça restait du zouk. Et pourtant, on sentait la couleur calypso dedans. Et moi qui réclamais à Jacob un zouk reggae, il m'a fait le zouk reggae, qui est un zouk, mais avec les influences reggae. Avec une influence reggae. Donc pour nous, c'était ça qui était important. C'était cette musique-là qu'on proposait au monde en lui disant « mais on peut inviter toutes les musiques dans une chose ». Et il est allé jusqu'à même faire des grands classiques en zouk avec son album Zouk Philharmonique, qui était un truc avec, il est allé à Budapest enregistrer des cordes, des violons, des machins, des trucs comme ça. Et on a fait plein d'expériences, plein de choses, de mélange et de choses, mais toujours en se disant que le zouk, la base qui pour nous est forte et intéressante et touche les gens, cette base-là ne doit pas disparaître parce que c'est elle qui est notre marque de fabrique. Voilà. Mais bon, chez nous, on est toujours en cancante, nous-mêmes. Toujours, on aime les cancans. On aime ça, on aime ça, on aime ça. Et bon, il y a toujours ceux qui ont besoin de détruire le zouk, etc. Donc bon, je crois que l'avenir du zouk, bon, les jeunes savent bien ce qu'ils ont envie d'en faire. J'espère simplement que le combat, en fait, que vous avez eu de ce groupe-là pendant 40 ans et de d'autres personnes qui ont fait du zouk à côté de nous aussi, je veux dire, il ne faut pas les oublier, pendant toutes ces années-là, que ce combat-là ne va pas s'évanouir simplement parce que nous dit que nous aimons zouk, quoi. Tu vois, pour moi, c'est ça. Moi, il faut être fier du zouk. On est fiers, on aime le zouk, n'ayez pas peur de le dire. Jocelyne, on va terminer par la dernière phrase de ton livre. Oui. Qui m'a beaucoup... Alors, quand j'ai fini ce livre, je vais faire ma fragile, hein, mais j'ai versé des larmes parce que... Cette dernière phrase concerne ce monsieur. Oh, exactement. Aïe, aïe, aïe. Où tu as dit « Alors veille sur nous et aide-moi à rester comme toi, calme et sereine.
guide-moi, chawa-moi loin de la mer. Oui, parce que lui, il savait faire ça. Lui, il savait rester égal à lui-même. Lui, on avait l'impression que rien ne le touchait. Et pourtant, par moments, j'ai pu voir qu'il était blessé, ou qu'il était triste, ou qu'il était inquiet. Mais il restait égal à lui-même. Comment je pourrais dire ça? C'était un pilier. C'était quelqu'un... J'étais tout le temps en cancan avec lui. On ne s'entendait pas sur plein de trucs, surtout quand il s'agissait d'hommes et femmes. Aïe, 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 on était en cancan toute la journée. mais on avait une profonde admiration l'un pour l'autre, un profond respect l'un pour l'autre. Et il nous embarquait dans un tas de trucs, on ne pouvait pas lui dire non parce que il avait toujours envie de créer quelque chose, il avait toujours envie d'aller ailleurs, il avait des idées pas possibles et c'était un créateur, c'était quelqu'un d'extraordinaire. C'est en terminant ce livre-là, en disant Loin de la mer, que tu as trouvé le titre de ton livre? Non, j'avais déjà le titre. En fait, le livre était déjà fini quand Jacob est mort. Oui. C'est la raison pour laquelle je n'en parle pas plus tôt. Et que j'ai appelé l'éditeur en lui disant que je vais lui envoyer les preuves dès que j'aurai écrit un mot sur Jacob. Je ne voulais pas parler de sa mort, parce que pour moi, il n'était pas mort. Pour moi, il était quelque part. Et c'est pour ça que je lui parle. Voilà. Et pourquoi Loin de la mer? Parce qu'on avait toutes les raisons. J'avais toutes les raisons d'être fâchée contre mon papa. J'avais toutes les raisons d'être fâchée contre l'accident de voiture que j'ai eu qui m'a empêché de passer mon examen de pharmacie. J'avais toutes les raisons d'être fâchée contre tous les gens avec lesquels j'ai travaillé. J'avais des raisons d'être fâchée quand j'ai fait partie de CASAV, avec toutes les galères qu'on a rencontrées. Et en fait, grâce à ma maman et grâce aux gens de CASAV, grâce à plein d'amis, plein de gens extraordinaires que j'ai rencontrés tout le long de ma vie, j'ai appris très vite à surfer au-dessus de toutes les choses négatives et parce que j'ai autre chose à faire. Et c'est pas j'ai autre chose à faire, je m'en fous. On ne peut pas passer son temps à rester dans de la douleur, dans du négatif, dans des choses machin. On doit toujours se poser la question, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et on monte au-dessus. Voilà. C'est un très bon conseil. Voilà. Merci en tout cas, Jocelyne, pour cet entretien. Ouais. Merci d'avoir fait revivre CASAV, parce que vous nous manquez beaucoup. Ouais. Merci d'avoir fait revivre CASAV à travers ce livre. On vous attend. On a hâte de vous revoir. Vraiment. Alors, on fera l'hommage à Jacob et vous nous reverrez à ce moment-là. On a hâte. On a hâte. Voilà. Merci beaucoup. Moi, j'espère que vous avez apprécié, comme j'ai pu apprécier, toutes les paroles de Jocelyne Béouard. Je vous dis à très vite et je vous fais des bisous. Sa qui t'arrive colino Mexica baila voile c'est un lot qui rap l'en fait L'autre jour il bat femme li on dit si pour mijoter et l'élever Ah ça demande si